Avez-vous déjà pris le temps de vous questionner sur les limites de votre liberté, à travers vos choix quotidiens? Eh bien, je crois que le public a pris conscience qu'on était quand même gouverné par des mafieux, que les laboratoires pharmaceutiques étaient vraiment des bandes de gangsters et qu'on nous vendait n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Par exemple, avez-vous pu choisir la qualité de votre alimentation? Quand les gens vous disent je ne peux rien faire, c'est pas vrai. Nous pouvons dire non. On peut refuser d'acheter toute la cochonnerie qu'on nous vend. Si les gens refusaient d'acheter des blancs de poulet à Monoprix qui sont verdâtres, tellement les poulets ne sont plus des poulets, la nourriture n'est plus, les poissons sont tous des poissons d'élevage bourrés de salmonelle et de toutes les cochonneries qui existent. Si les légumes que vous achetez sont bio, savez-vous s'ils poussent en liberté ou dans une serre? Ensuite, notre nourriture est absolument épouvantable, ça on ne le dit pas. C'est absolument dégueulasse ce qu'on nous donne. Si on ne mange pas bio, on mange que des cochonneries. Et encore, même dans le bio, il faut faire attention parce que tout est pollué. Parce que s'ils ont effectivement poussé dans une serre, ce qui arrive à de nombreux fruits et légumes bio, cela signifie qu'ils ne le sont plus. Il n'y a pas un légume qui pousse correctement. Alors, êtes-vous vraiment sûr d'avoir le choix? J'ai toujours été élevée dans un milieu où on s'est soigné naturellement, on n'était pas vacciné, on ne prenait pas de médicaments, on se soignait avec des simples. Quand j'avais, je sais pas, moi j'ai eu les maladies de l'enfance sans être vraiment malade. J'ai eu la rougeole, j'en étais ravie parce que comme ça je suis pas allée à l'école. J'ai eu la coqueluche, j'en suis pas morte. Et après j'ai eu des enfants qui ont eu des maladies que je n'ai pas eues, je les ai pas attrapées. Mes enfants ont eu chacun des maladies d'enfants qui n'ont pas passé aux frères et sœurs. Quand on vous dit que les maladies sont extrêmement contagieuses, ça n'est pas vrai. Donc j'étais déjà très préparée à tout ça, mais c'était pas mon combat pour moi. C'était je vivais comme ça et puis les autres vivaient comme ils voulaient. Et puis un jour, j'ai découvert, j'en ai parlé avec une amie biologiste qui m'a dit tu devrais écrire sur tous les scandales qu'il y a partout parce que personne ne le fait ou très peu de monde et il se passe quand même des choses épouvantables. Alors j'ai commencé à mettre mon nez dedans, mais pour tout. Alors l'eau, la composition de l'eau, l'énergie atomique, les OGM, la vache folle à l'époque, il y avait l'histoire de la vache folle, il y avait toutes ces choses-là, le cancer qui est soigné d'une façon complètement lamentable, enfin toutes les maladies. Et puis alors surtout les accidents médicaux qui arrivaient de tous les côtés. Et quand on met le nez là-dedans, on ne peut pas s'arrêter, ce qui fait que j'en suis au 35e bouquin là-dessus. C'est vraiment la boîte de Pandore. Plus on découvre, plus on est écœuré. Encore même maintenant, je suis vraiment surprise de certaines choses qui se passent et qui sont monstrueuses. Avez-vous des enfants? Si oui, ils sont certainement vaccinés contre une demi-douzaine de maladies n'ayant plus cours en Europe depuis des décennies. L'avez-vous choisi? Ou vous êtes-vous senti contraint de le faire? Et le jour où les gens vont prendre conscience, ça va être une véritable révolution. Mais pas une révolution avec des armes. C'est pas avec des fusils qu'on va réussir. C'est en disant non. Moi, je voudrais que les gens osent dire non. Que toutes les femmes, par exemple, qui me disent comment faire parce que mes enfants vont à l'école et moi, je voudrais pas les vacciner. Et dans leur école, il y a forcément d'autres mères qui sont là. Au lieu d'aller voir le directeur ou le je sais pas quoi de l'école, ou de ne rien oser dire, ou de faire des faux, ou des contre-indications, etc. Si toutes les mères se réunissaient et allaient à l'école en disant, bah écoutez, on vous ennuie, nous, on n'enverra pas l'enfant à l'école tant qu'il sera, et on le vaccinera pas. Si toutes faisaient ça, bah, le directeur de l'école se dirait, attendez, moi je vais être au chômage maintenant, il n'y aura plus d'école. Bon, donc on va plus se mêler de ce qui ne nous regarde pas, parce qu'au fond, ça ne regarde pas un directeur d'école si ses enfants sont vaccinés ou pas. Mais il n'y a plus de liberté. Vous savez, là, quand on vous dit qu'on est en démocratie, bon, comme disait, je crois, Churchill, bon, c'est la meilleure des mauvaises choses. Enfin, c'est pas bon, mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Mais la liberté n'existe plus. Et elle se rétrécit comme une peau de chagrin. Parce que de plus en plus, il y a des lois contraignantes. On est obligé de faire ceci, de faire cela. Regardez tous les médecins qui, maintenant, sont déboutés sont privés de leur droit d'exercer parce qu'ils ont exercé en dehors des protocoles. On est tous dans des protocoles. Et j'ai sans arrêt des confidences de gens dans n'importe quel métier, dans n'importe quel secteur, qui vous disent « j'ai été confronté à des fonctionnaires qui me disaient « oui, mais vous n'entrez pas dans les cases que nous avons. On n'entre pas dans les protocoles, on n'entre pas dans des schémas. » Donc à partir du moment où on n'entre pas dans un schéma, ils sont perdus. Parce que vous savez, tout est pré-mâché, enfin tout le travail est fait pour que vous entriez dans le schéma. Et à partir du moment où vous sortez, vous êtes vraiment le virus qu'il faut absolument combattre. Alors, je crois qu'on est quand même de plus en plus de petits virus comme ça pour les embêter. Vous, ou un de vos proches, suit-il un traitement antibiotique contre une maladie chronique?
Est-ce par choix ou par manque d'alternative? Le docteur Helmiger, qui est un médecin merveilleux suisse, l'a écrit dans tous ses livres. Il a dit on a abruti la race humaine par les vaccinations en introduisant justement le vaccin contre la variole, etc. etc. Mais on ne s'en rend pas compte. Et quand les gens vous disent, par exemple, je refuse des OGM et je vais me faire vacciner avec le Gardasil, c'est un OGM. Serait-ce une coïncidence si la maladie ne fait qu'empirer? Parce que de toute façon, l'industrie pharmaceutique au départ, qui était beaucoup plus modeste que maintenant, fabriquait des médicaments pour les gens malades. Et comme ils ont voulu gagner de plus en plus, vous savez, c'est toujours plus dans nos civilisations, il est évident que n'ayant plus assez de malades, il faut fabriquer des malades. Et pour fabriquer des malades, il faut dire aux gens, vous êtes malades. Donc c'est ce qu'ils font. Alors on a médicalisé complètement la santé, c'est-à-dire que la santé est devenue... quand j'ai commencé mon premier livre, la santé représentait 6% du PIB. Maintenant, elle représente 11%. Donc la santé, c'est vraiment la chose qui motive le plus les gens, alors que vraiment, être malade, ça n'est pas normal. On peut être malade dans la vie, effectivement, sans être coupable pour autant. Mais la maladie n'est pas une chose normale, alors que maintenant, on vous explique que quand vous êtes jeune, vous avez des boutons, il faut prendre des médicaments, il n'y a qu'à attendre que les boutons passent. Vous êtes enceinte, on vous explique que vous êtes très malade, qu'il faut vous vacciner contre toutes les maladies pour que vos enfants n'en souffrent pas, et on vous rend malade. On a tout médicalisé, ne parlons pas des gens âgés auxquels on donne des quantités de médicaments avec des effets croisés qui sont extrêmement dangereux. Et alors on vous dit toujours, vous savez que la plupart des gens prennent maintenant, beaucoup dans les maisons de retraite, les gens prennent jusqu'à 20 médicaments par jour. Comment voulez-vous que ça puisse agir? Les uns annihilent les autres, et puis il y a vraiment une pollution épouvantable. Sylvie Simon, qui enquête depuis plus de 30 ans sur des questions comme celles qui nous préoccupent ici, a accepté d'en parler devant la caméra de Réponse Bio. Afin de confronter l'éclairage de son investigation avec la réelle difficulté des choix de consommation, nous y entrecroiserons le témoignage de Sylvain Gauthier. À nos réactions brutes, donc la liberté, pour moi, c'est d'avoir ce petit recul pour justement prendre des décisions qui nous appartiennent vraiment et qui nous mènent vers un chemin qui est le nôtre, quoi. Et pas juste répondre à une situation par peur, par désir ou autre chose. Récemment titulaire d'un diplôme d'ingénieur agronome, ce jeune homme cherche actuellement sa voie dans un monde qui ne semble lui offrir que peu de perspectives professionnelles, toutes en contradiction avec son goût de l'environnement et de la nature. Dans mes études d'ingénieur agronome, j'ai bien pu avoir un bon aperçu de comment ça fonctionnait, quoi, du système agro-industriel, comme on l'appelle. Et donc, en fait, de voir l'introduction de l'industrie dans un domaine comme l'agriculture et les dommages que ça crée, quoi. Les dommages que ça crée et les aberrations, quoi. Les aberrations, la perte de pouvoir des producteurs, des paysans, et le fait qu'à l'échelle industrielle, c'est pas possible d'avoir une gestion de la production de nos aliments qui soit juste, quoi, qui donne des bons fruits, à la fois dans le sens des concret et dans le sens abstrait des fruits qui soient justes. À une époque où les lobbies reprennent le flambeau de l'inquisition médiévale contre la liberté des individus, vous avez le droit inaliénable d'être honnêtement informé. À une époque où certains entendent réguler la surpopulation en expérimentant de nouvelles molécules chimiques sur les consommateurs, ce droit est une nécessité. Vous savez, c'est Lucie Aubrac qui disait toujours « l'information est plus dangereuse qu'un fusil ». Et effectivement, une fois les gens informés, il faut qu'ils prennent conscience des choses. On vous oblige à vous vacciner, mais notre corps nous appartient à nous, il n'appartient pas à l'État. Et vous savez qu'il y a comme ça des gens dans les gouvernements qui sont payés, il y a des associations et tout, qui dénoncent des parents sous prétexte que les parents n'élèvent pas les enfants dans le système dans lequel il faudrait aller. On blâme les parents, par exemple, qui n'envoient pas les enfants à l'école. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école en ce moment?
On apprend la violence, on apprend la haine, on apprend la colère, etc., etc. Et on apprend des choses qui ne serviront à rien. Bon, l'école est une fabrique de cancres, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a eu des quantités de spécialistes qui l'ont écrit. On nous apprend à être justement malade, on apprend aux enfants dès l'âge de 3 ans le parfait usage du médicament. On est complètement malade. Et quand on vous donne des conseils pour partir à l'étranger, on vous dit emportez vos médicaments d'usage, les médicaments conseillés dans le pays, les médicaments pour les épidémies, ça devient aberrant. Et les gens obéissent, c'est ça qui est incroyable. Ils obéissent à des stupidités. Je sais pas si j'aurais le courage d'aller à l'encontre de la vie du médecin, c'est ça qui est fou, quoi. En fait, quand ça engage que moi, c'est sûr que je ferai pas le vaccin. Quoique, hein, je l'ai bien fait pour aller en Inde. Et les gens sont tellement effectivement pollués par tout ça qu'ils ne réfléchissent plus. Ils sont devenus des espèces de clones. Ils font ce qu'on leur dit. Et je crois que les gens adorent cet assistanat. Les gens ont horreur de prendre des responsabilités. Vous savez, être averti et être conscient, c'est être responsable. Ils ne veulent surtout pas. Moi, je vois, il y a plein de gens qui me téléphonent en me disant « Qu'est-ce que vous feriez à ma place ?» Je dis « Attendez, moi, je ne suis pas médecin, je ne vous donne pas de conseils, je vous donne des informations. À vous de les traiter comme vous voulez. » « Oui, mais si vous étiez à ma place, je dis « Je ne suis pas à votre place. » Donc, les gens voudraient que vous preniez des décisions pour eux. Comme ça, c'est vous qui seriez responsable. Eh bien non, il faut refuser ça. Si tu pouvais changer le monde en claquant des doigts, qu'est-ce que tu ferais? Eh ben, je changerais la conscience des consommateurs. Et je leur dirais vraiment que le pouvoir, il est dans leur porte-monnaie et pas dans le bulletin de vote. Et que les gens, ils arrêtent de penser qu'on choisit un président une fois l'année et qu'ensuite on ne fait que le critiquer toute l'année et que nous, on peut bouffer de la viande et bouffer du sucre et des chips et être peinard devant notre canapé devant la télé, quoi. Il faut vraiment changer notre mode de consommation et choisir des produits qui représentent le monde qu'on veut, quoi. C'est-à-dire moins de viande, plus de produits qui respectent l'environnement, plus de fruits, moins de produits qui sont coûteux, qui sont produits de façon industrielle, comme les biscuits, les gâteaux, qui vont chercher l'huile de palme. Et si on veut arrêter ça, moi je crois qu'il faut que les gens arrêtent de consommer. C'est Coluche qui disait, si on n'achetait pas, on ne fabriquerait pas. Il avait raison totalement. Arrêtons d'acheter des cochonneries, et à ce moment-là, les gens seront bien obligés de faire autre chose. Je pense que c'est la non-consommation qui va changer tout. Si on disait tous non, c'est ce qu'on a fait en France. Remarquez qu'avec les OGM, par exemple, on est arrivé pour l'instant à les faire reculer. Mais il ne faut pas non plus croire que chaque fois qu'on fait des pétitions et autres, on obtient des résultats efficaces. Regardez ce qui s'est passé pour les gaz de schiste. On nous a dit qu'on les avait abandonnés. Il y a eu 70 permis qui ont été donnés dans la région parisienne. On a retiré 3. Et moi, tout le monde m'a téléphoné en me disant « Ah, on a gagné, il n'y a plus de gaz de schiste ». C'est pas vrai. Vous savez, quand on a affaire aux gros lobbies, ils sont têtus comme des mules, et s'ils n'arrivent pas à passer par une voie, ils passeront par une autre. S'ils ne peuvent pas le faire par la science, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas, parce que les vrais scientifiques sont quand même avertis de ces choses-là, eh bien, ils passent par la politique. Et comme tous les politiques sont achetés, tous tant qu'ils sont, que ce soit... C'est pas forcément par l'argent, hein, mais c'est le pouvoir. Ils ont un tel goût du pouvoir qu'ils se disent que s'ils contre ces gens-là, ils perdront leur pouvoir. Et tout plutôt que perdre leur pouvoir. Et quand on entend tous les hommes politiques vous dire moi je fais de la politique pour sauver la France par amour pour mon pays, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui les croit encore. J'espère qu'il n'y en a pas trop. Enfin, il y en a quand même beaucoup, parce que la plupart des gens sont allés voter en vous disant je ne vote pas pour la droite ou pour la gauche, je vote contre ceux qu'on avait jusqu'à maintenant. Mais quel qu'il soit, c'est pareil. À une époque, les communistes avaient comme devise blanc bonnet, bonnet blanc. Il faut qu'on se dise que quels que soient les hommes politiques, ils sont manipulés par des gens beaucoup plus puissants qu'eux. Quand vous pensez que le président Obama, qui est théoriquement l'homme le plus puissant de la Terre, puisqu'il dirige les États-Unis, sa femme a eu un procès par Monsanto, parce qu'elle faisait un jardin biologique à la Maison Blanche. Donc, des gens comme Monsanto sont plus importants que des gouvernements, il faut le dire. Donc, mais ils sont très peu. Nous sommes des masses de gens. Si ces masses de gens bougeaient et voulaient se bouger un tout petit peu, eh bien on changerait, on renverserait tous ces gens-là du jour au lendemain. Toutes les histoires de crise des banques et tout ça, c'est un scandale. Et on obéit à quelques citoyens qui sont des prédateurs. Mais on ne le sait pas. Et puis on dit, ah ben oui, mais moi je peux rien faire. On nous a tellement dit qu'on ne pouvait rien faire. Je crois qu'il faut que les gens réfléchissent et se disent qu'on peut faire quelque chose contre ces gens-là. Eh bien, on en est là maintenant. Les choses vont se réunir et un jour, tout va basculer. Le jour où ça va basculer, ça va être très très rapide.
Et moi, je pense qu'on est là à la fin de cette espèce de période que nous avons vécue et qu'on ne peut plus vivre parce que nous n'avons pas 36 000 planètes, et on est en train de la tuer alors que la planète est suffisante. On peut nourrir 12 milliards de gens et on est loin d'être 12 milliards. Et au train où ils vont, on ne va pas continuer à augmenter parce que quand on vous dit il y a le côté exponentiel de la chose et ils font des calculs pour prévoir combien il y aura de gens sur la planète, c'est pas vrai. Au train où ils les tuent, avec toutes les maladies qu'ils ont engendrées, eh bien la population est en train de diminuer et autant on dit qu'on a vécu beaucoup plus vieux. Oui, les gens qui mangeaient sainement et qui effectivement, autrefois, il y a beaucoup de vieillards maintenant qui à 100 ans sont encore en vie. D'abord, il y en a très peu qui sont en bon état, hein, parce que dans les maisons de retraite, on les bourre de trucs, alors ils survivent, mais ils ne vivent pas déjà. Mais ceux qui vivent, et qui vivaient déjà très très vieux autrefois, il y en avait déjà plein, eh bien, ces gens-là, maintenant, étaient des gens qui sont nés avant la guerre, où il n'y avait pas une surmédication, il n'y avait pas des vaccins obligatoires, il n'y avait pas toutes ces choses-là. Donc ils étaient en bonne santé. Maintenant, avec tout ce qu'on leur fait, leur espoir de vie est en train de diminuer. Il diminue pour tous les gens qui sont nés après 38 déjà. Donc, et ça, c'est paru dans la plus grande intimité. Je l'ai cité dans un bouquin en donnant exactement les références de cette étude. Eh bien, cette étude est en béton. Ça prouve que les gens qui sont nés après, donc au moment où on a commencé à polluer la planète, vivront beaucoup moins longtemps. Donc au train où on va, autant on a augmenté notre espoir de vie, ça va diminuer aussi rapidement. Je crois que pour l'être libre, déjà, il faut décider de l'être. Il faut avoir la volonté de l'être et il faut être capable de prendre ses responsabilités, s'assumer et surtout évacuer la peur. Oui, ça c'est une bonne question parce que j'ai été confronté à ça pour partir justement en Afrique et en Inde. Et là je l'ai fait par exemple, je me suis soumis quoi, par peur justement. Parce que j'avais peur, tout ce qu'on nous dit, les maladies, tout ça, et j'avais peur. Moi, c'est mon grand combat. Je disais que s'il y avait un seul vaccin qui était utile sur la Terre, ce serait un vaccin contre la peur. Et ça, il faudrait vraiment l'administrer à tout le monde s'il y en avait un, parce que la plupart des gens sont dans la peur, y compris des combattants qui sont de notre côté, qui sont des gens qui n'acceptent pas cette chose-là, mais qui me disent, moi, sans arrêt, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? Je leur dis, si vous arrivez à remuer 2 personnes, à vous seul, 2, c'est pas beaucoup quand même. Bon, eh bien, 2 plus 2, avec l'histoire de la répercussion de tout ça, nous arriverons à gagner. Mais il faut que vous bougiez au moins pour bouger une autre personne que vous. Et à ce moment-là, c'est exponentiel et ça va exploser.